BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon invité François Omril qui est président de la CFE-CGC. Bonsoir François Omril. Merci d'être là parce que je sais que vous faites le tour de la France et donc voilà, vous vous arrêtez ici au moins pendant une demi-heure pour être avec nous. Il faut dire qu'il y a beaucoup de questions. Il y a la question bien sûr du chômage qui progresse lentement mais sûrement. Ce matin on a appris donc pour le quatrième trimestre 2025 il atteignait 7,9%. C'est le plus haut taux depuis 2021. Mais surtout, ce qui est inquiétant, et on va y revenir bien sûr, c'est le niveau du taux de chômage des jeunes, plus de 2,8%, et avec des solutions qu'on a du mal à trouver, notamment sur le CDI jeune. On va parler des faillites, on va parler des familles d'entreprises qui explose un niveau record, là aussi triste record, et avec quand même aussi derrière des plans sociaux à la clé. Puis on parlera de votre succession, tiens, bonne question, n'est-ce pas François Omril? Sur le chômage, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que c'est un long retour vers les sommets qu'on a connus il y a quelques années? Non, je suis assez pessimiste sur le sujet. On est habitué au cycle économique, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas. Globalement, la mesure de fréquence, c'est 2 ans. Moi, j'ai connu ça toute ma vie dans l'industrie. Je crois qu'on y est assez habitué. Il y a quand même 2 phénomènes très préoccupants. S'agissant spécifiquement de la France, c'est qu'il y a quand même un taux de faillite, de défaillance d'entreprises, et notamment de petites et de moyennes entreprises, extrêmement élevé, pas du tout dans la logique et dans la normale de la fluctuation économique. Et par ailleurs, moi je pense que la France n'est pas armée à pouvoir capter le rebond. La France a pris un retard technologique extrêmement important. Évidemment, vous allez encore dire que j'impute la responsabilité à la politique menée par Emmanuel Macron, cette soi-disant politique de l'offre qui en vérité n'offre aucune perspective au développement économique, qui est une politique d'ouverture sans contrôle de la planche à billets vers le domaine économique, sans aucun contrôle de l'efficacité. Moi, je conteste ça. Je ne conteste pas le principe qu'on aide les entreprises. Il faut les aider, mais il faut les aider de façon sélective. Il faut investir dans les emplois de qualité, dans la recherche, dans le développement, pour créer les conditions du développement, ce que Emmanuel Macron n'a pas fait. Alors, François Omril, on va revenir sur on va rentrer un peu dans le détail, juste sur le taux de chômage. Est-ce que pour vous, c'est une remontée je repose ma question un peu différemment. Est-ce que vous pensez qu'on va réatteindre les 10% ? Comment est-ce que vous voyez les perspectives ? Parce que, pour vous contredire un petit peu, pardon, mais la croissance française, c'est pas formidable, mais enfin, quand même, elle se maintient. On est à 0,7. Enfin, vous voyez, là, avec des perspectives autour de 1%. Donc, on n'est pas le pire élève, pour une fois. Ok, d'accord, on n'est pas le pire élève, mais elle se maintient. Mais franchement, je pense qu'on peut avoir un peu plus d'ambition. Ce que moi je sais, c'est que quand les conditions ne sont pas réunies pour que les entreprises soient en confiance sur un plan de recrutement à 2 ans, à 5 ans, qu'est-ce qu'elles font ? Elles décalent les recrutements. Donc ça crée effectivement un trou d'air. C'est l'instabilité politique, on paye l'instabilité politique, oui, ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord que ça joue un peu, là-dessus je suis d'accord. Mais si l'instabilité politique c'était quelque chose qui faisait la place, une fois que la stabilité revient, à une vraie stratégie, une stratégie d'investissement dans le moyen et dans le long terme, il me semble que les entreprises, et y compris en premier lieu les entreprises industrielles, pourraient s'inscrire dans ce schéma-là. Or, en l'occurrence, moi je ne vois rien venir. Je vois des déclarations, je vois des politiques finalement qui vont pour une part dispendieuses, mais si on met en relation l'argent dépensé avec les emplois créés, je suis désolé, la France n'est pas au niveau. Il faut, j'y reviens, je le répète, investir dans la recherche, dans le développement, dans les emplois de qualité. Moi, j'ai mes 3 chiffres magiques. Ouais. En recherche publique, la France, c'est 2,2%, l'Allemagne, c'est 3,5%, la Corée du Sud, c'est 4,5%. Oui, mais vous avez vu l'état des finances de la France. Cherchez l'erreur. Vous avez vu l'état des finances publiques de la France par rapport à ça. C'est normal, on n'a pas investi, on ne produit plus en France. Donc c'est logique aujourd'hui que... Parce qu'on parle toujours de la dette, mais il faut parler aussi du déséquilibre du commerce extérieur. On ne produit plus en France. Vous avez raison, c'est que l'industrie, ça a toujours
toujours été votre fer de lance, hein, François Omril. Mais en même temps, vous voyez bien les taxes qui payent sur les entreprises. On en parlait hier avec le patron de Renault, Jean-Dominique Sénard. Vous voyez bien quand même qu'il y a des taxes. Elles ont des boulets au pied beaucoup plus lourds que ceux des Allemandes. Moi, je suis en total désaccord avec ce raisonnement. C'est un raisonnement minimaliste. Cette histoire de réduire la compétitivité des entreprises françaises uniquement à leur niveau de salaire, puisqu'en fait, quand vous parlez des taxes, vous parlez de ce qu'on appelle les charges sur les salaires, etc. Non, mais c'est un raisonnement à courte vue. De la CVAE, des taxes sur les entreprises, non. Je suis pas d'accord du tout. Ça ne tient pas du tout la route. Si vous comparez la France à due proportion avec d'autres pays, parlons de la recherche par exemple. Un chercheur français aujourd'hui, il coûte 4 à 5 fois moins cher qu'un chercheur aux États-Unis, que je sache. C'est pour ça qu'ils viennent nous les prendre. Qui savent générer de l'attractivité dans un pays qui veut se développer, qui a de l'ambition. Il faut être créatif, il faut travailler sur les emplois de qualité. Il faut créer les conditions nécessaires à ce que l'économie se développe. François Omril, là, je reviens sur le taux de chômage. Donc pour vous, c'est quoi? On va vers une lente ou longue dégradation du taux de chômage, hein? Moi, écoutez, je le redis tout à l'heure, pourtant je suis vraiment d'une nature optimiste, mais je ne vois rien dans la politique qui est suivie actuellement qui nous incite à l'optimisme, parce qu'ils sont où les investissements, les voies stratégiques qui vont ramener la France dans une perspective de progrès. Vous avez parlé du budget tout à l'heure. On a passé 4 mois. Mais attendez, juste pour vous dire, quel est le chef d'entreprise qui aujourd'hui va se dire je vais recruter beaucoup, si il y a Thales là, je vais recruter, je vais investir en France. Honnêtement, il faudrait quand même qu'il soit encore plus optimiste que vous, hein, François Omril. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le chef d'entreprise qui va dire « je vais investir en France » ? Pour moi, le chef d'entreprise, il est en France, il a besoin d'investir, il a besoin pour cela d'avoir à côté de lui un État qui va mettre à sa disposition des moyens, il faut qu'il y croie. Des moyens logistiques, des moyens financiers, qui créent un contexte sécurisant pour lui. De confiance. Et dans ces conditions-là, la question du salaire, des charges sur les salaires, des cotisations, etc., ce ne sera pas le problème numéro 1. Nous aussi, on y est dans les entreprises et on sait très bien quels sont les réflexes qui font ça. Effectivement, il y a des entreprises qui sont à très très forte pression capitalistique. Celles-là, elles vont avoir tendance à délocaliser. Parce que toujours, les actionnaires, ils en demandent plus. Le scandale Nestlé, d'après vous, c'est quoi ça? C'est la pression des actionnaires. Sur le lait. Le scandale Boeing. Boeing pourrait disparaître demain. C'est la pression des actionnaires. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il y a tout un tas d'entreprises. On dit l'entreprise au singulier, mais il y a les très grandes entreprises multinationales sous la pression des actionnaires. C'est un secteur de l'économie. Mais il y a un autre secteur de l'économie qui est beaucoup plus pourvoyeur en emploi, c'est les entreprises de taille moyenne, les entreprises françaises qui ont leur capital en France, pour beaucoup qui sont des entreprises familiales pour lesquelles les dirigeants ont vraiment pris des risques. Mais ce sont elles qui trinquent. Parce que, excusez-moi, Edwige Chevrillon, tous les dirigeants du CAC 40, où est-ce qu'ils ont pris des risques sur leur propre fortune à eux pour travailler dans leurs entreprises? Ils ont été nommés là, ils en ont plein la bouche de leurs théories sur la compétitivité, etc. Moi, je préfère parler avec des gens qui ont créé leur entreprise. On ne va pas passer 3 heures là-dessus, mais François Omril, juste, vous voyez bien vous me censurez. Non, mais pas du tout. Je fais attention, surtout avec vous. Mais vous voyez bien que quand il y a des erreurs de management, regardez le prix à payer pour Stellantis, vous voyez. Donc, il y a quand même des patrons en France du CAC 40 qui ont développé leur groupe avec succès. Donc, peut-être un jour ou l'autre, pas tout le monde dans le même panier. Si, c'est un peu ce que vous venez de faire. Simplement, je dis, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Quand on dit l'entreprise, personne n'a dit le contraire. C'est une réalité beaucoup plus diverse que ça. Alors, il y a une chaîne de valeur. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que les entreprises qui sont les plus pourvoyeuses de progrès économique et d'emploi, ce sont les entreprises qui sont au bas de la chaîne de sous-traitance. Elles sont liées finalement à la chaîne économique de partage de la valeur, et aujourd'hui, elles sont trop mal considérées parce qu'elles ne peuvent pas se développer. Et je pense que l'État aurait beaucoup à gagner à investir beaucoup plus sur les petites et les moyennes entreprises. Il faut mettre une TVA sociale, comme ça on pourra peser moins sur le coût du travail et on aura des salaires plus élevés. Le coût du travail ne fait pas tout. L'investissement dans la recherche, les emplois de qualité. Vous voyez, l'investissement, il faut de l'argent. Mais de l'argent, visiblement, il y en a. Je vois que il y a des indicateurs qui se portent bien. Dans les entreprises Attendez, le nombre de milliardaires explose. Chaque jour, un milliardaire de plus sur la planète, c'est une réponse facile. Pas vous, François Omril, c'est une réponse facile. Un peu démago. Pourquoi pas être un peu démago après tout? Je ne serais pas le seul. Parce que je pense que la situation est suffisamment importante. Non, la situation, elle est grave. Vous avez raison. Il faut être sérieux. Justement, sur le chômage des jeunes, il y a une proposition sur la table. Le président du MEDEF qui est revenu. Alors, c'est un peu retour vers le futur, comme vous disiez à
à l'instant, avec son CDI jeune. Bon, il y a une branca généralisée de tout le monde. Là, il a dit dans une interview là, au Parisien, il a dit « Ok, mais proposez-moi quelque chose. » Alors vous, la CFE-CGC, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il n'y ait pas autant de jeunes ? C'est incroyable, ce chômage des jeunes. On devrait tous être absolument sur le pont pour essayer de trouver une solution. Moi, une proposition, je vous en fais. Oui, alors allez-y. Le problème qu'on a, c'est que, vu du côté du patronat, et c'est pas Patrick Martin, je vois qu'il s'affiche en grand devant moi, c'est très impressionnant. Mais avec Patrick Martin, j'ai pas de problème, on en discute très franchement. J'ai plus de problèmes avec le MEDEF en tant qu'organisation. Le problème qu'on a avec le MEDEF, c'est que le taux d'emploi des jeunes est très mauvais. Donc, que nous dit le patronat ? Soit ils sont mal formés, soit ils coûtent trop cher. C'est jamais de leur faute. Moi, je vais leur dire, OK, il n'y a pas de problème. Donc, dites-nous quel est le besoin qu'il faut satisfaire. Ils ne sont pas responsables de la formation, forcément, vous voyez. Ah. Et du coup, ils disent il faudrait qu'on s'insère beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus précoce dans le contenu des formations. Moi, je dis qu'ils ont. Il y a déjà une réforme. Moi, ce que je dis, c'est quand on a le permis de conduire, on ne sait pas conduire. Tout le monde sait ça. Moi, ce que je pense qui serait très positif, c'est de restaurer ce qui existait au passage dans les entreprises à une certaine époque, de restaurer un dispositif par lequel les entreprises qui embauchent des jeunes auraient les moyens de les mettre en formation. C'est un peu la réforme de l'apprentissage. Non, l'apprentissage, c'est pendant les études. Ouais. Moi, je vous parle d'embaucher quelqu'un qui a terminé ses études, que l'entreprise embauche, et dont elle sait, a priori, qu'il va lui falloir 2, 3 ans, 5 ans peut-être, pour monter en compétence. C'est le CDI jeune. C'est le CDI jeune. C'est pas du tout le CDI jeune. Pendant 3 ans, le CDI jeune, la possibilité de renvoyer le jeune. C'est un contrat précaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'on pourrait proposer un dispositif qui fait que les entreprises qui embauchent des jeunes seraient aidés pour mettre en place des moyens de formation pour que justement ce ne soit pas à la charge de l'entreprise, en tout cas qu'elle soit en grande partie aidée pour pouvoir faire monter en compétence ces jeunes, quel que soit leur référentiel de compétences et de diplômes, à l'intérieur de l'entreprise. Nous, ce qu'on dit à la CFE-CGC, ce qu'on dit depuis des années, depuis toujours en vérité, c'est que le meilleur endroit pour former les gens, c'est dans l'entreprise. Cette espèce de fantasme qui est de dire que quand les gens sont privés d'emploi, qui sont à la recherche d'emploi, il faut former le mouton à 5 pattes pour qu'il puisse correspondre comme une pièce de puzzle exactement à la demande, ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est le désir de travailler, le désir d'aller vers telle ou telle entreprise. Et quand on rentre dans l'entreprise, on n'est pas forcément au top. Et à ce moment-là, il faut prendre en charge les gens et il faut pouvoir les faire monter en compétence. Vous êtes d'accord que le désir de travailler, aujourd'hui, chez certains jeunes, il est moindre. On voit bien les nids qui sont loin absolument de tout. Ok, alors on en parle aussi de ça. Pourquoi pas ? Pourquoi, effectivement, c'est possible. Moi, je ne vais pas vous l'affirmer ici, mais je suis assez d'accord pour constater qu'on a une problématique d'attachement à l'entreprise, qu'on pourrait appeler le désir de travailler. Moi, je peux vous dire, pour en connaître beaucoup, qu'entre 25 et 30 ans, le désir de travailler, de faire des choses, il est bien là. Il n'y a pas de problème de motivation. Par contre, il y a visiblement un problème d'attachement à l'entreprise. Est-ce qu'on ne pourrait pas en parler de façon sereine avec le patronat, sans s'envoyer des anathèmes? Est-ce que moi, je ne pourrais pas poser des questions à Patrick Martin, à Mireza Tofighi, à Michel Picon, leur dire, attendez, peut-être que votre discours, depuis des années, ça a finalement déshabitué les gens à venir chez vous. Oui, c'est exactement les propos du reste que tenait le président de Renault hier. Vous avez une réunion demain, je crois, sur la réforme de l'assurance chômage, justement, avec un deadline que je crois qui est le 25 février, donc vous avez grosso modo 15 jours pour trouver une solution. Où est-ce que vous en êtes? Et dans ces réunions, pourquoi vous ne parlez pas justement des CDI jeunes, comment faire, etc. Pourquoi vous n'en parlez pas entre vous? Le problème de la négociation actuelle, c'est une négociation qui est quand même relativement codifiée, puisqu'elle est à l'intérieur même de la Convention UNEDIC dite assurance chômage, avec un cadrage, c'est vrai, on l'a demandé, relativement large de l'État. Pour des raisons assez inexplicables, je dois vous le dire, le patronat unanime a demandé à ce que les contraintes de l'État soient multipliées par 2,5, passer de 400 millions d'économies à faire à 1,2 à 1 milliard d'économies. Ils sont responsables. Moi, je vous montre un graphique, on le voit de loin, mais je vais vous montrer que ce graphique existe. À la caméra, Et je vous demande, tous les gens qui regardent, y compris les journalistes, allez chercher dans l'UNEDIC, c'est un document UNEDIC. Ce document, c'est tout simplement le solde de l'assurance chômage par type de dépenses entre 2008 et 2027. Et on y apprend qu'en fait, le solde de l'assurance
l'assurance chômage, il a toujours été positif, et y compris les dernières années, de l'ordre de 10 milliards d'euros. Ça, c'est le solde des cotisations versus les allocations versées. Tout le reste, ce qui crée le déficit, ce sont des charges que l'État fait peser sur le régime et qui ne font qu'augmenter. Le financement de France Travail, le financement d'assurance chômage pour les frontaliers, l'État qui a prélevé 12 milliards, il a prélevé en 4 ans quand même l'État sur l'assurance chômage. Il y a le financement du chômage partiel, 18 milliards, c'est l'assurance chômage qui a payé. Donc il faut tout dire. Moi je veux bien négocier pour économiser 400 millions et taper sur la tête à ces pauvres chômeurs dont par ailleurs, vous l'avez remarqué tout à l'heure, le nombre augmente, mais il faut se poser les bonnes questions. On négocie entre nous, il serait bon qu'entre nous, on pointe du doigt le vrai responsable de la problématique financière de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y aura, François Omril, vous allez accoucher de quelque chose avant le 25 février. Sinon, c'est l'État qui reprend la main comme d'habitude. Donc, vous connaissez mieux que moi le système. Oui, l'État, il reprend la main, puis après, il file des baffes. Ça, il sait bien faire. Par contre, avoir des idées intelligentes... Bon, moi, je ne désespère pas qu'on arrive à trouver un accord. Je ne désespère pas qu'on arrive à en trouver un. Il est peu probable que la CFE-CGC le signera dès l'instant qu'il y aura toujours dedans les dispositions discriminatoires anti-cadres qui concernent la dégressivité des allocations pour les cadres. Parce que je veux rappeler ici que s'il y a bien une population qui solvabilise l'assurance chômage par ses cotisations, ce sont bien les cadres et les membres de l'encadrement. Il n'y a pas de raison de les désigner et de les discriminer à la sortie. Je trouve ça absolument révoltant et scandaleux. Et depuis 6 ans que ça a été imposé par l'État, je veux que ça sorte. Mais indépendamment de cette question-là, moi, je pense que si on regarde la question des contrats courts, qui est quand même la question sur laquelle on peut intervenir de la façon la plus facile. Moi, je proposerais effectivement que le contrat court cotise à l'assurance chômage ce qu'il coûte à l'assurance chômage. Il coûte plus de 4 milliards d'euros par an, les contrats de 1 jour à 1 semaine. Et ce ne serait pas compliqué, à mon avis, de mettre en place un dispositif qui serait autorégulateur et qui pourrait faire des économies allant jusqu'à 2 milliards d'euros à l'assurance chômage. Ok, rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, on a un problème. On a un problème parce que finalement, que nous dit le patronat? Et bon, honnêtement, je les crois. Le patronat, il dit que ça coûte trop cher, mais en même temps, il reconnaît que ça, quand même, c'est quelque chose qui fonctionne au sein de l'entreprise. Non, le patronat, il dit pas que ça coûte trop cher. C'est pas ça. Le patronat, il dit, j'en ai marre des gens qui veulent démissionner et qui veulent s'en aller, qui nous demandent une rupture conventionnelle, et quand on leur refuse, ils se mettent en arrêt de maladie. C'est de ça qu'ils en ont marre. Il faut dire les choses franchement. Peut-être qu'on peut regarder ça entre nous, posément. Pourquoi est-ce que ce dispositif arrive? Pourquoi est-ce que, à l'envers, quand un employeur veut se séparer d'un salarié, il lui propose la rupture conventionnelle parce que c'est moins risqué pour lui? Pour quelqu'un qui s'apprête à démissionner, c'est moins risqué d'avoir une rupture conventionnelle parce que la zone dans laquelle il va s'engager est une zone risquée. Moi, je suis d'accord pour qu'on parle de tout ça. Il y a une époque, ça n'existait pas, la rupture conventionnelle. Donc, probabilité qu'on arrive ou pas, que vous arriviez à un accord le 25 février? Je dirais que c'est du 50-50. Vous voyez comme je suis. On va mettre un peu de pression dans le système. C'est votre côté normand, là. C'est un côté peut-être bien que oui, peut-être bien que non, non? Non. Je pense que... Moi, je vais vous dire, je suis un peu mal à l'aise parce que je considère que on n'a pas sur ce sujet-là des échanges correspondant à la réalité du dispositif. Je vous annonce que à la CFE-CGC, on va produire un document qui va faire une 60aine de pages, qu'on a fait en collaboration avec Bruno Coquet, spécialiste mondial des régimes d'assurance chômage, qui vient très souvent sur ce plateau et qui vraiment met à bas tout un tas d'idées reçues sur le sujet. Moi, j'espère que tous les politiques vont le lire. Ça va les rendre plus intelligents. Vous me direz, il y a du travail, mais en tout cas, ça va élever le niveau du débat sur la question de l'assurance. D'accord. Juste, il y a la grande conférence à laquelle ne participe pas justement le MEDEF sur les retraites et le travail. Ça sert à quelque chose ou c'est juste une sorte de think tank pour préparer la présidentielle, justement? Non, c'est pas du tout. Non, je le vois pas du tout comme ça. Moi, j'ai pas du tout l'intention de participer à quoi que ce soit qui se ressemblerait à une écurie pour. Non, mais ça sert à préparer quoi, la présidentielle. Ça sert à quoi cette conférence? Cette conférence, elle sert sur des sujets qui sont quand même un peu tendus aujourd'hui, le travail, l'emploi, la retraite, à convoquer toutes les personnes qui peuvent avoir un avis sur le sujet, qui sont des acteurs en fait. Bon, c'est vrai que au niveau de la mise en œuvre, on a parfois l'impression qu'on pourrait
pourrait aller plus vite, être un peu plus dense et avoir une expression qui aille mieux à l'extérieur. Mais moi, je ne fais de procès d'intention à personne. J'ai rencontré le ministre du Travail la semaine dernière. Je le sais très engagé sur le sujet. C'est quelqu'un qui n'a pas d'agenda politique. Il prend son risque en mettant en place cette conférence. Moi, j'ai envie de la soutenir et j'ai envie que ça produise un résultat partagé. D'accord, ok. On peut dire un mot de votre succession, parce qu'alors pour une fois, c'est quand même un peu tendu. C'est une succession. On dit que certains sont trop proches du Rassemblement national, trop à droite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire jouer le juge de paix? Vous allez vous représenter? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne vais pas m'en présenter. Donc, effectivement. Il y a deux candidats, on va rappeler. Il n'y a que deux candidats. À l'élection présidentielle, je crois qu'il y en a déjà 57. Oui, mais restons sur l'élection de la CFE-CGC. La CFE-CGC. Il y a Christelle Tchépine et puis il y a Frédéric Guyonnet. Au moment où je vous parle, il y a deux candidats qui représentent chacun un syndicalisme tout à fait honorable et qui sont. Il y en a un ou une qui est trop proche de l'extrême droite? Moi, j'ai envie de dire, chacun se fait son avis sur le sujet. Je veux réaffirmer, comme je l'ai fait d'ailleurs vis-à-vis de mes fédérations la semaine dernière, mardi, la CFE-CGC est une organisation totalement indépendante de tous les partis politiques et quiconque voudrait demain exercer des responsabilités dans mon organisation, la CFE-CGC, et à ce titre afficherait des préférences vers tel ou tel bord, ferait fausse route et serait définitivement disqualifié à mes yeux et je le pense aux yeux de l'organisation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là alors? Vous essayez de... En fait, il y a deux choses. Soit les deux équipes vont au Congrès et puis on aura un congrès avec une élection souveraine. La date exacte, c'est en juin, c'est ça, c'est mi-juin? C'est le 10 juin, exactement. Peut-être d'ailleurs serez-vous présent. À ce moment-là, je vous passerai ma dernière interview. Je vous dédicacerai mon discours. Vous m'avez si bien reçu sur votre plateau. Non, soit les équipes fusionnent d'une certaine façon, ce que je pense on peut souhaiter, soit les équipes vont au congrès, en l'occurrence Frédéric Guyonnet et Christelle Tchépine, et le congrès souverain tranchera. Ça m'est déjà arrivé moi-même de me présenter, vous le savez, en 2013. À l'époque, j'ai pas gagné. J'ai gagné en 2016. Est-ce qu'il y a, 3 minutes, 3 secondes, est-ce qu'il y a vraiment une tentation, notamment au niveau des cadres, des agents de maîtrise, une tentation vers l'extrême droite, vers le Rassemblement national? Est-ce que vous l'observez, vous? Alors non, les statistiques sont à ce titre assez claires. Il y a des sondages qui sont faits en permanence. Oui, mais vous, au sein de la CFE-CGC. Les catégories qu'on représente, nous, à la CFE-CGC, ne sont pas plus ni moins touchées que les autres, plutôt inférieures à la moyenne. Et là encore, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur ce sujet-là, parce que si je faisais un jugement de valeur, j'afficherais quoi que ce soit d'une forme d'attachement à tel ou tel courant politique. La société est ainsi faite que chacun peut choisir en toute liberté à quel mouvement politique elle adhère, mais dès l'instant qu'elle est à la CFE-CGC, elle affiche son attachement aux valeurs de la CFE-CGC. Et moi, je ne défends que celle-ci. Voilà, on a compris qu'il y a déjà quelques petites lignes de conduite qui sont affichées. Merci François Omril. Merci beaucoup de cette invitation. Vous revoir ici. François Omril, président de la CFE-CGC, était donc notre invité dans un instant. C'est la journaliste Raphaël Baquet, le journaliste Damien Leloup. Il publie un livre passionnant, Nos nouveaux maîtres. Albin Michel, vous allez voir, ça fait un peu froid dans le dos. C'est ceux qui nous gouvernent avec nos smartphones. C'est vraiment les seigneurs de la tech. À tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.